Bonsoir. Je propose qu'on commence dès à présent la conférence. On avait une centaine d'inscrits, on a un petit peu moins et je pense que les personnes vont venir petit à petit. Je me présente, David Guyenne, vice-président de la CCI en charge du commerce. Je représente aussi Jennifer Sigaud, notre présidente, qui aurait aimé être là ce soir et malheureusement elle avait une autre obligation. Alors, je suis où ? Donc merci à vous tous d'être présents ce soir et de montrer votre intérêt pour l'e-commerce. Vous verrez à la suite, à la fin de cette conférence, que vous avez bien fait parce qu'on va vous présenter un bon nombre d'opportunités. Alors le e-commerce a longtemps été considéré comme une menace pour les entreprises calédoniennes parce qu'à l'époque on évoquait uniquement le e-commerce international. Ce soir il est question du e-commerce local, des enjeux et des opportunités qu'il représente, mais aussi il est question de vous apporter quelques réponses face à l'e-commerce international. Si vous voyez là, on a l'ensemble des commerces et services. On a essayé de le différencier entre la partie de gauche que je vais caricaturer par le vendeur de vêtements qui subit une concurrence internationale et la partie droite que je pourrais qualifier du vendeur de pain qui lui est plus sur un contexte local. Donc dès qu'on s'empare des opportunités du e-commerce local, celui-ci peut être une source d'opportunités avec des forts enjeux pour toutes les entreprises du territoire, et c'est ce que nous souhaitons vous présenter ce soir. Donc, le e-commerce permet de contrer la concurrence internationale ou de répondre au mieux aux différentes attentes des différents consommateurs. Il permet aussi de s'adapter aux nouveaux comportements d'achat des consommateurs, de plus en plus connectés et habitués à commander en ligne de chez eux. Mais également, il permet d'augmenter son marché potentiel pour les entreprises en répondant aux besoins des consommateurs de Brousse et des îles. Et enfin, certaines opportunités peuvent se présenter pour ceux qui souhaitent exporter. Donc le e-commerce est certes un investissement de départ important, mais il est en train de rapidement passer d'un statut de « c'est bien de l'avoir » à un statut « il faut y être présent ». Donc plusieurs options et possibilités d'être présent seront présentées au cours de cette conférence, notamment par Eric. Le déroulé de la soirée. Alors dans un premier temps, donc Eric Olivier de l'Observatoire numérique de Nouvelle-Calédonie présentera les résultats d'une étude réalisée sur l'offre et la demande du e-commerce, dont la CCI a été un partenaire financier et un partenaire actif au-delà juste de l'aspect financier. Il nous présentera l'importance, l'état des lieux du e-commerce en Calédonie. Il nous permettra d'avoir à la fois des bases et des perspectives. Parmi les informations qu'Eric vous communiquera, il évoquera deux freins qui apparaissent comme étant les plus significatifs. Le frein de la sécurité ou la sécurisation des paiements en ligne. Et donc nous avons invité M. Alain Wongpang de la CSB qui évoquera ce sujet. Eric Olivier présentera les questions stratégiques de l'expédition et de l'acheminement, donc essentiellement de la logistique. Nous avions initialement demandé à l'OPT de participer, mais malheureusement ils n'ont pas pu répondre présents ce soir. Enfin, dans un second temps, nous présenterons les témoignages de 4 e-commerçants. Nous avons Nicolas Brémard de la marketplace Top Market, Charles Germain de la caverne d'Alibaba, Brigitte Auclin, je crois qu'elle n'est pas encore arrivée, d'Aquavena, et enfin Aurélie Anne Guillaume de Flower Shop. Nous profitons également de l'occasion pour remercier l'Observatoire numérique pour ce partenariat à l'organisation de cet événement. À l'issue donc de la présentation, vous pourrez poser des questions à tous les intervenants.
Et nous souhaitons également vous informer que donc, la CCI est là pour accompagner les entrepreneurs. Comme vous voyez, la CCI a à la fois des actions de type lobbying pour mettre en place un environnement ou un écosystème numérique en Nouvelle-Calédonie, et aussi des actions bien plus précises d'accompagnement des entreprises, notamment sur les parties Facebook, Google Ads, sans parler des modules d'e-commerce à l'EGC et à la formation professionnelle continue. Je voulais aussi préciser que le dossier du CCI Info de décembre sera concerné au e-commerce, donc qui reprendra une grande partie de la présentation de ce soir, que la CCI refond également tous ses services pour les rendre numériques et en ligne. Enfin, je voulais vous rappeler que dans e-commerce, il y a commerce et que la réussite passe obligatoirement par un esprit commerçant. Et sur ce sujet, je rappelle que demain, il y a un super événement, le Black Friday. Et je voulais juste saluer l'action du syndicat de commerçants, du syndicat des importateurs et de la CCI sur cet événement. Merci à Éric Olivier, merci à tous et passez une bonne soirée. Bonsoir à tous, merci David pour cette introduction. Donc, je suis Éric Olivier, coordinateur de projet à l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie. Nous allons voir effectivement globalement quelles sont les opportunités du e-commerce en Nouvelle-Calédonie. Et surtout, l'idée principale de cette thématique, c'est de montrer que ce qu'on identifie comme étant un risque peut devenir une opportunité tout simplement. Les témoignages apporteront des compléments à ce niveau-là. Donc tout d'abord, je vais nous présenter très rapidement la structure Observatoire numérique. C'est une association loi 1901 créée en 2011 qui a pour vocation en fait d'être un outil à disposition des professionnels pour des aides à la décision. Donc typiquement, l'étude e-commerce aidera les décideurs professionnels que vous pouvez être à prendre des décisions. Les missions, la première, c'est d'être un centre de ressources. La deuxième, c'est de créer des moments de rencontre et d'échange entre professionnels. On va le voir, ça a été très important dans la démarche de construction de la filière e-commerce. Deux permanents, Charlotte Hudman en qualité de directrice présente dans la salle, et moi-même en coordinateur de projet, pour mener l'ensemble des missions de l'association, que vous pouvez retrouver dans un book qui restitue les actions menées de 2011 à 2016. L'ensemble des documents que vous voyez vont être proposés en diffusion derrière, sachez-le. Nous proposons, en termes de canaux d'information, un accès aux parutions publiques via notre site internet, c'est très important, une page Facebook, sujet s'il en est du jour en termes de communication digitale, et une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement. On va aller tout de suite sur le préambule de l'étude e-commerce, un sujet pour lequel vous êtes là. Je tiens à souligner effectivement que un partenariat s'est monté avec le syndicat des commerçants et des importateurs pour travailler sur le questionnaire sur la partie demande pour que ces syndicats puissent avoir une plus-value vers leurs ressortissants. L'enquête partie demande a été administrée par ISCOP, Institut de sondage du territoire, qui est également présent dans la salle. Pour des questions de précision, vous pourrez vous appuyer sur la présence de Chantal Hilleret et de Aude notamment, Gironès. Une étude en partenariat donc avec la CCINC, comme David l'a précisé, très important, la Chambre du commerce et de l'industrie, enfin de l'industrie et du commerce, il y a bien le mot commerce dedans, et à nouveau, l'ensemble des supports seront diffusés par les deux entités. Contexte, enjeu et livre blanc 3.0, le e-commerce en Nouvelle-Calédonie. De quoi parlons-nous ? Des premiers travaux ont été menés. Quelques indicateurs étaient proposés sur un baromètre en 2011, premier baromètre du territoire. A été ensuite initié de 2012 à 2015 la démarche « Construisons la filière numérique » en partenariat avec l'ACTIC, Association calédonienne des technologies de l'information et de la communication. Il y a eu un sujet, notamment lors d'un Carrefour qui a été ouvert en 2014, c'est bien sûr le e-commerce. Carrefour qui a réuni des professionnels. Ce Carrefour a exigé également des études en amont. Donc l'Observatoire a proposé un état des lieux du e-commerce une première fois en 2014. Également une analyse des sites web marchands sur laquelle on va appuyer un différentiel avec cette année 2017, on va le voir. Des livrables en aval, on capitalise toujours sur les rencontres. Un cahier de tendance avait été produit pour présenter les tendances du e-commerce en 2014 lors du Carrefour. Une note juridique également. C'est important pour l'ensemble des activités du commerce. Il y a des réglementations qui sont en vigueur.
et un compte-rendu global du Carrefour de 17 pages. Ce compte-rendu est très important, c'est la voix des professionnels qui se sont exprimés, et en fait, il a surtout permis de servir de base pour identifier les enjeux et reporter tout ça dans un livre blanc qui a été proposé en 2014. 2 enjeux ont été définis par les professionnels eux-mêmes. Comment ne pas rater le virage du e-commerce local en Nouvelle-Calédonie face à la mondialisation des échanges? Je crois que nous l'avons bien compris avec l'introduction de David. Comment le e-commerce peut devenir une opportunité de développement économique pour le territoire? Là, il y a également des réflexions à mener, chacun de son côté, en fonction de vos secteurs d'activité, et des illustrations, encore une fois, avec les retours d'expérience, l'exprimeront bien mieux que moi. Le livre blanc 2.0. Alors, qu'est-ce qui compte dans ce livre également, au-delà du panorama et des enjeux identifiés? C'est bien évidemment de proposer des pistes d'action. Les professionnels se sont regroupés lors du séminaire fin novembre 2014, ont identifié une quinzaine de pistes d'action. 2014, c'est déjà loin, à l'heure du numérique, donc en novembre 2016, ils se sont à nouveau réunis pour réactualiser ces pistes d'action. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces pistes d'action, mais pour le développement du e-commerce en Nouvelle-Calédonie, nous allons voir qu'il y a 3 axes majeurs sur lesquels se sont appuyées ces pistes d'action, encore une fois. L'extrait du livre blanc 2.0 qui sera à disposition. Les liens sont cliquables quand vous aurez la présentation. 5 priorités à chaque fois définies. Le premier axe, c'est structurer vraiment l'aide au développement des sites web marchands calédoniens. Donc là, on sent bien la nécessité de l'interaction et de la communication digitale. Également avec des moyens de paiement notamment. Créer un cadre de confiance, une réglementation et une fiscalité adaptée. Nous allons voir notamment le cadre de confiance côté moyens de paiement avec la CSB tout à l'heure. Faciliter l'hébergement local des sites web et la logistique d'acheminement, c'est également des enjeux très importants. Donc ce sont sur ces 3 axes que se sont appuyées l'ensemble des pistes d'action, dont ont été dégagées 5 priorités. L'offre de e-commerce en Nouvelle-Calédonie. J'évoquais l'étude menée en 2014. En 2014, il y a eu tout simplement un épluchage manuel des recherches via le référencement sur le moteur de recherche Google. Plus de 10 pages ont été explorées pour repérer les entités que vous pouvez voir à l'écran. Donc 60 sites encore une fois. À l'heure où nous parlons, donc 2014, 60 sites en .nc. En 2017, nous avons vraiment souhaité voir ce qu'étaient devenus ces sites, et en fait, un différentiel s'est créé. Vous avez ici la liste des sites de manière quasiment exhaustive sur le comparatif à date de 2017, j'entends. Et par contre, il n'y a plus que 44 sites qui existent. Donc, 16 sites ont tout simplement cessé d'être actifs. On ne dit pas qu'ils n'existent plus, on précise qu'ils ne sont plus actifs. Donc ce différentiel de ces 16 sites devenus inactifs, il peut s'expliquer de manière individuelle. Il n'y a pas eu d'entretien mené avec ces entrepreneurs. Et la difficulté d'étudier l'offre du e-commerce en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il n'y a pas de code NAF, pour l'instant, on va dire, e-commerçant. C'est-à-dire que l'activité première d'un secteur peut se mettre au e-commerce, mais ne peut pas être identifiée dans un premier temps. Donc, côté observatoire numérique, en tout cas, nous invitons chaque e-commerçant à se signaler auprès de la CCI, auprès de nos services, par exemple, si vous souhaitez mettre en avant vos propositions. Côté demande, les internautes et les e-shoppers calédoniens. Effectivement, il faut d'abord être internaute pour être e-shopper. 77% des Calédoniens se déclarent, en tout cas, utiliser Internet. Je tiens à préciser que les chiffres que nous avons reçus suite à l'enquête terrain sur la demande correspondent de manière très proche aux chiffres que nous recevons de l'OPT Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une progression de 10% par rapport au baromètre 2011. On était à 67% d'usagers de l'Internet. Alors, il faut savoir que ce taux d'utilisation est fortement lié aux critères sociodémographiques. On le verra en fonction des catégories socio-professionnelles et de l'âge, ça a un impact. Quand je dis on le verra, vous n'allez pas le voir forcément ce soir, nous n'allons pas parler des ventilations par province, par âge, par catégorie socio-professionnelle. Vous aurez l'ensemble de ces éléments dans le dossier qui sera diffusé par la CCI et l'Observatoire numérique. 43% de ces internautes achètent sur Internet. Alors 43% des internautes en soi, c'est un chiffre conséquent. Si on le ramène à la population, ça correspond à 33% de la population calédonienne. Et c'est également une progression de 11% par rapport à 2011. Alors, 2011, c'est quand même à 6 ans d'écart, mais la progression est notable. On reprend ces mêmes bases pour voir ce qu'il se passe en termes d'achat entre les sites locaux et les sites étrangers. Sur la population globale, j'achète sur les sites locaux et étrangers pour 9% de la population. Là, je fais mes achats des deux côtés. Pour 2%, par contre, je n'achète que sur les sites locaux.
Pour 22%, je n'achèterai que sur les sites étrangers. Et bien sûr, il y a la partie de ceux qui n'achètent pas et qui n'utilisent pas Internet. Quand on ramène aux internautes, donc 43% pour rappel, ben les chiffres montent un petit peu, ce qui nous fait un différentiel, donc un total de 11% de e-shoppers qui vont consommer sur les deux entités, 3% sur les sites locaux, 29% sur les sites étrangers. À noter, ceux qui achètent souvent sur ces sites de manière dédiée, ils vont pour des raisons, notamment en termes des achats qu'ils vont réaliser, du type d'achats qui vont être réalisés. Et en termes de fréquence, tout d'abord, avant de voir les thématiques d'achat. Plusieurs fois par mois correspond à 16% quand même de la population. Donc finalement, on a quand même tout un vivier d'internautes e-shoppers qui vont aller cliquer une forme d'achat en ligne, on va dire, on y reviendra, plusieurs fois par mois. Je vous laisse regarder rapidement les chiffres, mais la fréquence annuelle moyenne est de 7,6 achats pour les sites étrangers, de 7,2 pour les sites locaux. Par contre, il est important de faire des petits zooms. La fréquence moyenne sur les sites étrangers est légèrement supérieure à celle des sites locaux, on l'a constaté. Les pics de fréquence sont quand même par contre de 2 à 4 fois par an pour les sites étrangers. Donc 2 à 4 fois par an, on peut aussi imaginer que ça peut correspondre à certaines périodes de l'année ou à certains besoins ponctuels. 1 à 3 fois par an pour les sites locaux, mais on va le voir en fonction des items d'achat, la fréquence est beaucoup plus importante. Et ça tient surtout davantage à la nature des achats, encore une fois, finalement, qu'au profil des acheteurs. Plus il y a de l'offre disponible, plus la demande existe. Loi de l'offre et de la demande. 30% des internautes achètent au moins une fois par mois. Plusieurs fois par mois pour 28% de ceux qui achètent en local uniquement. Donc la donnée donne une image faible, entre guillemets. Rappelons qu'il n'y a que 3% des internautes qui achètent en local uniquement. Par contre, quand ils achètent, c'est beaucoup plus fréquemment que les autres. Ça, c'est important de le souligner. Qu'est-ce qu'on achète en dehors de la Nouvelle-Calédonie? Même s'il y a presque tout chez nous. Alors, sur les sites étrangers, les vêtements, les chaussures, la mode, c'est la grande palme d'or, on va dire, de cette enquête. 54% des achats portent dessus. Le livre, 22%. Le livre et les biens culturels s'expliquent en partie, c'est important de le noter, par le fait qu'il y a une absence de taxation sur les biens culturels. Les pièces mécaniques et l'informatique, qui sont des achats plus conséquents et relativement lourds, il faut compter les frais de logistique associés quand même, hôtels et billets d'avion, et le reste étant de nature un petit peu plus anecdotique. Quelques points d'étonnement à souligner, quand on voit qu'il y a de l'équipement, de matériel de plongée, du sport ou de l'outillage, là ce ne sont pas des items qu'on peut estimer faire défaut sur le territoire. Par contre, il semblerait qu'il y ait peut-être une question de choix. L'habillement donc, est cité par plus de la moitié des e-shoppers. Les livres, 22%, les produits high-tech informatiques, on l'a vu. Le voyage et transport, pièces mécaniques. Les autres catégories sont citées de manière plus anecdotique. Mais, encore une fois, il y a de la demande. Côté local, parce que c'est finalement peut-être ce côté-là qui nous intéresse un petit peu plus. Qu'est-ce que nous achetons en premier? Eh bien, effectivement, on va trouver des services dématérialisés, la billetterie, billets d'avion et billetterie d'événements concerts en tête de ligne. Alors, soulignons quand même que le billet d'avion Air Calin, effectivement, il y a peu de choix pour prendre une autre compagnie sur le territoire. Par contre, en termes d'événements et de concerts, ce que je trouve très intéressant à préciser, c'est qu'il y a plusieurs structures maintenant qui existent sur le territoire, qui vivent de ce modèle de e-commerce et qui ont l'air de plutôt bien s'en sortir pour l'instant. La concurrence commence à monter. Côté hôtel, on peut présumer qu'il s'agit de réservations un peu plus orientées aux visiteurs du territoire. J'ai de la famille qui vient, j'ai des amis, ben je vais quand même réserver un hôtel. Depuis la Calédonie, pour la Nouvelle-Calédonie. Ou alors, ça va être tout simplement pour mon week-end en province nord, mon week-end en province des îles, ou en province sud, loin de Nouméa. Les vêtements chaussures mode, quand même, représentent 14%. Donc ça reste conséquent. Est-ce que c'est un défaut de niveau de l'offre ou de choix? Ça reste à creuser. On va voir après les budgets alloués à ce type d'achat notamment. L'alimentaire, 8%. Alors, il n'apparaissait pas dans les sites étrangers ou de manière très anecdotique. De mémoire, 3%. Effectivement, consommer de l'alimentaire à distance, c'est un petit peu plus compliqué. C'est des denrées périssables par nature, la plupart du temps en tout cas. Par contre, ça veut peut-être dire que ramener, encore une fois, à 28% des acheteurs qui n'achètent que sur les sites locaux et qui achètent plusieurs fois par mois, je pense que ça peut être intéressant de prendre en compte cette dimension-là.
La recharge de carte liberté reste néo-calédonienne, donc on se doute que ça fait partie des achats locaux. En termes de budget annuel, alors, il a fallu bien évidemment dégager avant tout le billet d'avion, qui vient alourdir le panier du e-commerce de manière très conséquente. D'ailleurs, il y a une inversion, et vous m'en excuserez d'avance, sur la base des e-shoppers, puisque la base de 65 e-shoppers va concerner les vêtements, chaussures et mode, et c'est 173 pour les billets d'avion. Les vêtements, chaussures, mode, ben finalement, quand même, on a une moyenne annuelle qui est à 60 000 francs. Donc je pense que pour certains commerçants, des valeurs d'achat par client à 60 000 francs de manière annuelle, ça peut rester très intéressant. Les paniers, bien sûr, sont différenciés par enveloppe. Et tout ça est, encore une fois, très impacté par les catégories socio-professionnelles et l'âge. Le détail sera disponible dans le dossier. Le pic sur ces achats vêtements, chaussures, mode, il se situe quand même entre 20 et 50 000 francs CFP. Donc, certes, le panier moyen est à 60 000, mais les pics restent très conséquents. Les budgets alloués, encore. Achat de musique. Alors, on tient à préciser d'entrée que ces achats-là sont anecdotiques et que les thématiques avaient été spécifiquement demandées par l'Observatoire numérique. On a quand même une moyenne annuelle de 10 000 francs, 6 répondants, mais qui achètent de la musique sur Internet. Donc, à noter, ces budgets ne tiennent pas compte du différentiel entre achats locaux et achats à l'extérieur. Nous sommes là dans une perspective de potentiel économique, c'est important de le souligner à nouveau. Côté alimentaire, un panier moyen qui est quand même à 32 000 francs. Donc de la même manière, on évoquait le cas du boulanger tout à l'heure, et David présentait que c'était un cas particulier, on aura d'autres exemples ce soir. Je pense qu'avec un panier moyen de 30 000 francs, ça fait quand même un sacré paquet de baguettes annuelles. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a un vrai potentiel sur cette partie-là. J'ai remis en cause déjà les bases de sondage. Les freins recensés sur la demande locale. Donc là, on va effectivement rentrer dans le sujet qu'a présenté David. On rappelle que 57% des internautes n'achètent pas en ligne. Donc finalement, je suis déjà équipé, j'ai déjà le moyen de le faire, mais pourquoi je n'achète pas? Parce que je n'ai pas confiance pour l'instant dans le paiement en ligne. Alors, les raisons peuvent être diverses de la méfiance. Elle peut être locale, la méfiance, ou elle peut être à un niveau plus international. Le deuxième point qui est très important quand même, c'est qu'on ne sait pas faire. On a peur de ne pas savoir faire. Internet, pour certaines catégories socio-professionnelles, encore une fois, et suivant les âges, ça peut paraître très compliqué. De la même manière, si je travaille toute la journée sur un écran d'ordinateur connecté à Internet et que j'ai une connaissance numérique globale un peu plus importante, j'aurai peut-être moins d'appréhension à aller réaliser des transactions, on va dire, virtuelles. Sur cette difficulté première, du paiement, on va voir le témoignage donc, de la CSB qui va venir nous expliquer pourquoi et comment les moyens de paiement proposés sont sécurisés pour la Nouvelle-Calédonie. Et quant au manque d'expérience, c'est vraiment par la culture et les formations qu'on pourra décristalliser un petit peu ça. À noter, 8% estiment qu'ils ont tout ce qu'il faut dans le commerce local. Bon, c'est rassurant aussi pour les commerçants quand même, de savoir qu'on a pour une partie de la population tout ce qu'il nous faut. Et non pas presque tout uniquement. On va laisser la parole justement à Alan Wongpong pour la CSB qui va venir nous présenter les moyens sécurisés de paiement et je reprendrai la parole derrière pour la deuxième partie de la restitution d'études. Bonsoir à tous. Donc je vais me présenter rapidement. Alan Wongpong, je suis chef de service à la CSB. Je manage la partie acceptation monétique. Quand je parle d'acceptation monétique, on gère également dans le service toute la partie machine à carte bleue, donc TPE, terminaux de paiement électronique. Le périmètre du service s'étend au paiement sur Internet, puisqu'aujourd'hui, d'un point de vue purement monétique, le paiement sur Internet est considéré comme un paiement VAD, donc en vente à distance, puisque le porteur de la carte, lorsqu'il réalise son paiement, n'est pas présent dans le magasin. Voilà. Ce soir, je vais vous présenter 4 slides. Sur le premier slide, je vais vous présenter quelques chiffres, notamment de parc et de volumétrie, mais aussi l'offre qu'on propose via notre prestataire Paybox. Le deuxième slide est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur la sécurité. Le troisième slide aborde les évolutions que la CSB veut mettre à disposition de ses clients sur début 2018. Et le troisième slide, c'est comment est-ce que les clients peuvent interagir avec la CSB en termes de support technique. Voilà. Donc, les quelques chiffres clés du e-commerce, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, et c'est la phrase que je mets en intitulé du slide, c'est que les volumes augmentent.
c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la CSB, mais c'est également une bonne nouvelle pour les marchands qui souscrivent à ce type d'offres. Voilà. Donc, si on fait un peu d'historique, le premier contrat de paiement sur Internet, donc PSI, paiement sur Internet, a été ouvert en 2007. Donc, ça fait maintenant 10 ans, on était au tout début du paiement sur Internet, pour atteindre aujourd'hui environ 150 contrats en exploitation. Voilà. Avec, c'est ce que je mets sur le parc, une augmentation qui est très importante, donc plus de 20% par an sur les 3 dernières années. Il y a quand même 2 axes qui s'affrontent dans le paiement sur Internet en termes d'augmentation et en termes de nombre de transactions. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année 2012-2013, on n'a ouvert que 10 commerçants e-commerce. Donc, à l'époque, c'était encore des chiffres qui étaient relativement faibles, mais qui aujourd'hui explosent. On le voit avec les augmentations qui sont très importantes. Et on va voir dans le dernier slide que je présente, qui permet aujourd'hui à la CSB, enfin qui va permettre en tout cas à la CSB, de proposer une offre, on va dire, plus concurrentielle, en tout cas pour les commerçants. En termes de volume de transactions, donc là encore une fois, on est sur des augmentations qui sont impressionnantes, mais il faut toujours se ramener au nombre de transactions. On est aux alentours de 220 000 transactions à l'année, en tout cas pour 2016, avec une augmentation entre 2015 et 2016 de 100%. Ce qui veut dire aussi que c'est sur 2014, on était aux alentours de 100 000 transactions par an, donc on a connu une forte augmentation, ce qui permet aussi également d'atteindre, et on va le voir aussi, des modèles économiques un peu différents en termes de facturation pour les commerçants calédoniens. Et du coup répercuter sur le client qui va faire ses achats sur du e-commerce en Calédonie. Voilà, au niveau des offres, donc on a 3 offres disponibles, mais qui amènent le même niveau de sécurisation. Le premier étant le pack essentiel, qui est le pack standard, qui équipe 99% des marchands calédoniens, qui permet aujourd'hui d'avoir une interface au niveau du marchand pour visualiser ses transactions, pour faire des annulations, pour faire du crédit, pour faire des statistiques de vente. Voilà, c'est ce qui équipe la plupart des commerces en Calédonie. On a le deuxième pack qui est le pack flexible, qui permet de faire de l'abonnement, c'est-à-dire du paiement récurrent, voilà, avec une date de début et une date de fin. Donc c'est les 2 grandes différences entre le pack essentiel et le pack flexible. Et le pack plus, qui s'appelle tokenisation. Factuellement, la tokenisation, c'est l'enrôlement de cartes bancaires dans le site Internet. Tout le monde connaît, puisque c'est les formats que propose par exemple iTunes de Apple, Amazon, où le client n'a pas besoin de ressaisir son numéro de carte et faire du paiement sans le ressaisir. Voilà. Attention à cette dernière architecture monétique. La tokenisation, c'est des coûts d'exploitation qui sont relativement importants, voire très importants, et il faut derrière des volumes de transactions qui permettent de rentabiliser ce type d'architecture. Et aujourd'hui, au niveau des cartes acceptées, alors on accepte les cartes Visa et Mastercard avec la solution Paybox. On n'accepte que la carte Visa, mais en même temps, c'est celle qui couvre quasiment 100% des Calédoniens. Puis voilà, on a tous une carte Visa ou Master qui couvre avec notre compte bancaire, donc ça couvre quand même une grande partie des moyens de paiement. Donc voilà pour ce qui est des volumes. Le prochain slide, c'est la partie sécurisation. Donc il y a 3 niveaux de sécurisation à faire quand on fait du paiement sur Internet avec des méthodes et des acteurs différents. Aujourd'hui, dans le milieu monétique, on a une seule règle qu'on doit respecter, c'est la règle qu'on appelle PCI DSS. Donc, je le mets, c'est le Payment Card Industry Data Security Standard. C'est la règle que tous les processeurs monétiques doivent respecter. Pour faire simple, quand on paye sur Internet, on rentre son numéro de carte. Le numéro de carte, à partir du moment donné où il est saisi sur un serveur, doit être soit crypté, soit stocké de manière sécurisée afin qu'il ne soit pas piraté. Voilà. C'est la seule règle qu'on doit respecter. Aujourd'hui, la CSB la respecte et également son fournisseur Paybox la respecte aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère que 100% des transactions sont sécurisées en paiement local. Ensuite, donc, on a 3 niveaux. On a le site marchand qui, bien sûr, a plusieurs règles de sécurité à respecter, notamment au niveau de son hébergeur, puisque au niveau de l'hébergement du site Internet, bien sûr, il faut du firewall, de l'antivirus, des choses qu'on peut connaître même à domicile, la mise à jour de son serveur web, le certificat SSL ou TLS qui aujourd'hui permet de faire quelque chose que quasiment tout le monde connaît, le HTTPS, puisqu'on fait toujours attention en haut à gauche de son navigateur qu'il y ait bien marqué le HTTPS, donc ça c'est assez commun maintenant, et un niveau de paiement, mais là on est vraiment au niveau transactionnel, ce qu'on appelle le 3DS, qui commence aussi un petit peu à percer, que les gens peuvent connaître aussi, et je vais en parler après, qui permet de sécuriser le porteur de la carte. Voilà. C'est un transfert de responsabilité entre la banque du commerçant et la banque du porteur qui permet justement, puisque le porteur est authentifié d'une manière plus forte, puisque c'est un code sécuritaire que le porteur de la carte va renseigner au moment donné de la transaction, faire un transfert de responsabilité entre la banque du commerçant sur la banque du porteur de la carte.
Au niveau du PSP, donc aujourd'hui c'est PBox, plusieurs règles aussi, PCI DSS dont je vous ai parlé juste avant, mais aussi plusieurs possibilités au niveau du commerçant de faire de la sécurisation. La première, le filtrage au niveau des IP, c'est-à-dire que le commerçant, via son back-office, est en capacité de bloquer des IP géographiques de zones à risque. Voilà, donc ça il peut le faire à l'unité, il peut le faire sur une zone géographique. Il peut aussi créer ce qu'on appelle une liste d'opposition, qui est le fait d'aller ajouter dans son back-office un numéro de carte avec qui il aurait pu avoir des problèmes. Donc il rentre ce numéro de carte dans son back-office, et là, ça interdit au porteur de cette carte de refaire une transaction sur le site marchand. Voilà. Ça amène quand même un niveau de sécurité au niveau transactionnel. Pardon. Peut-être expliquer IP, pardon. J'ai pas compris. Expliquer IP. C'est quoi un IP? C'est l'adresse, en fait, l'IP, pour vulgariser, c'est l'adresse de votre PC, l'adresse du matériel informatique sur lequel la transaction est réalisée. Donc tout le monde, vos postes internet, enfin vos postes à la maison, que ce soit un portable, un téléphone, a une adresse IP. Voilà, donc c'est l'adresse, et il est unique forcément en fonction du matériel sur lequel on travaille, et on peut rentrer cet IP-là sur les sites marchands pour bloquer la transaction. Voilà. Voilà. Et au niveau de la CSB, bien entendu, on a des backups et des astreintes H24, donc on a des astreintes 365 jours par an pour certifier qu'on fonctionne bien. Des VPN sécurisés. Le VPN sécurisé, c'est quoi? C'est simplement le tuyau qui relie, on va dire, la CSB au reste de l'architecture mondiale, voilà, qui permet de sécuriser ces transactions. Filtrage et firewall, là encore une fois, tout ce qui arrive à la CSB est sécurisé, mais ce qui passe à l'intérieur de la CSB est sécurisé également. Les attaques du web vers des serveurs, on les connaît, mais les attaques peuvent venir aussi de l'intérieur des structures. Donc on a des firewalls internes à la CSB. Et également du paiement 3DS, puisque le paiement 3DS est particulier. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, sur le marché local, il n'est pas complètement diffusé. C'est que pour que la transaction 3DS fonctionne de A à Z, il faut que le porteur de la carte soit 3DS, en relais 3DS, mais il faut aussi que la banque du commerçant soit en relais 3DS. Et c'est que ces deux choses-là qui vont faire que la transaction va pouvoir être 3DS. Donc voilà pour le niveau de sécurité. Aujourd'hui, pour faire complètement factuel, ça fait 10 ans que je suis à la CSB et j'ai jamais eu à traiter un seul cas de fraude sur le e-commerce. Voilà, ça donne peut-être une information supplémentaire au niveau de la sécurisation des paiements en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est assez pragmatique parce que, a priori, les chiffres montrent que c'est la sécurité qui pose peut-être ou qui freine un petit peu, puisque aujourd'hui, le domaine du paiement sur Internet est très, très sécurisé. Voilà. Ou en tout cas, il est régi par des règles qui sont obligatoires pour les processeurs de paiement par carte, voilà, qui permettent de sécuriser vraiment, réellement le flux bancaire. Donc, les chiffres que je vous ai montrés en tout début permettent aujourd'hui à la CSB, enfin, en tout cas vont permettre à la CSB de proposer des choses plus sympathiques, on dit, en termes d'offres au niveau des commerçants, mais du coup impactant les porteurs de cartes, les clients. On va lancer sur début 2018 une nouvelle solution qui va permettre d'ouvrir le marché, un peu plus largement le marché, avec notamment la possibilité de payer en American Express, donc avec la solution qu'on va proposer. Le paiement one click qui permet en fait d'optimiser le paiement en ligne, en notre cas d'augmenter sa rapidité, et également le paiement en plusieurs fois. Voilà. Donc ça, c'est des offres qui vont impacter directement la personne qui va vouloir payer. Ensuite, il va y avoir des impacts également sur le commerçant, sur le marchand, puisqu'on va lui proposer aussi plus de fonctionnalités, notamment au niveau de son back-office. Donc il va y avoir un nouveau back-office, une gestion multi-boutique. Aujourd'hui, un commerçant qui a X boutiques en ligne va avoir X back-office, donc qui va lui permettre de consulter ses transactions. Donc il va avoir X user, X mot de passe. Là, il va avoir un user mot de passe qui va permettre de lui consulter tous ses commerces et du coup de faire des statistiques beaucoup plus poussées. Et également des gestions des droits et des users qui, par exemple, s'il souhaite donner des accès différents à la personne qui gère sa comptabilité et à la personne qui gère sa caisse, il va le pouvoir donner des droits différents sur ces personnes-là. Voilà. Donc on est sur une offre qui déjà va amener un package fonctionnel de base plus fort, plus intéressant en tout cas pour le e-commerce, et également évolutif puisqu'on a une roadmap sur 2018 qui est plutôt intéressante, et voilà, on va essayer de sortir d'autres produits sympathiques. Voilà, et le dernier slide rapidement pour interagir avec la CSB. Donc il y a 3 canaux sur notre site web www.csb.nc, via notre email savcsb.nc et sur notre plateforme hotline. Il y a 2 interlocuteurs qu'il faut bien noter quand même. On est, nous, prestataires techniques, donc on va intervenir dans le support technique pour la mise en place du site web. Par contre, pour tout ce qui est
on va dire, commercial. Normalement, les canaux de commercialisation de nos offres, ce sont les banques. Donc, le commerçant qui souhaite ouvrir un commerce Internet doit d'abord passer par sa banque. Et ensuite, pour tout ce qui est taux de commission, information sur les flux, il doit également aller voir sa banque. Voilà. Donc, nous, on intervient vraiment sur la partie technique. On échange régulièrement avec des gens qui sont dans la salle, des choses comme ça. Mais c'est vraiment dans le domaine technique, sur la partie commercialisation, c'est la banque qui prend ça en charge. Voilà. Donc j'ai fini pour moi, et c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous après la présentation si besoin. Merci Alan, même si je suis un peu déçu parce que je croyais que j'allais avoir un passe-droit. C'est-à-dire que si j'avais eu un souci de transaction locale, je serais venu te voir, mais non. Donc pour résumer, effectivement, en tant que consommateur, on s'adresse à notre institut bancaire pour tout souci de paiement, le cas échéant en ligne. On vérifie avant si notre carte bleue n'est pas périmée, tout simplement. Et bien sûr, pour les commerçants, on peut s'adresser aux services proposés. Je souhaitais vous poser une question avant d'aller sur les réseaux sociaux, c'est savoir qui dans la salle a déjà réalisé un acte d'achat sur Internet. Donc il y a beaucoup d'internautes dans la salle, je pense, par rapport à la population globale. Et qui, dans la salle, a déjà vendu quelque chose sur Internet ? Donc nous avons effectivement des professionnels. Important, et je le souligne, le nombre d'indicateurs dont on aurait besoin sur le e-commerce, il est énormissime. Nous avons déjà eu en fait, un partenariat et une négociation très serrée avec l'Institut de sondage qui nous a fait grâce de beaucoup d'indicateurs. Je tenais à le souligner là. Maintenant, on va voir justement la place du Web 2 et du Web dans la démarche d'achat. On n'oubliera pas qu'on va parler de plusieurs populations, celles qui sont internautes, qui ne le sont pas, et qui sont e-shoppers, pardon, qui ne le sont pas, mais même les non-e-shoppers s'appuient là-dessus pour percevoir des offres. Qui consulte les réseaux sociaux? Alors, tout d'abord, qui dans la salle a une page réseau social? On va dire un profil, un compte. D'accord? Donc là, on parle d'un profil personnel. Qui a une page professionnelle? D'accord, donc une belle proportion. Effectivement, 80% des internautes calédoniens sont présents sur au moins un réseau social. Ce que je trouvais intéressant à souligner, et c'est une des précisions que vous aurez durant cette présentation, c'est en fonction de l'âge. En fait, les jeunes consultent beaucoup plus les réseaux sociaux, et les vieux n'y sont pas. Bah, c'est faux. C'est un peu la fin d'un mythe. En fait, les 40 ans et plus sont moins nombreux, certes, mais ils sont quand même 67% à être sur les réseaux sociaux, et les moins de 40 ans, 89%. 92% chez les 20 ans, les digital natives, c'est normal. Mais en tout cas, quelle que soit votre cible, les réseaux sociaux et le web sera utile à votre démarche commerciale. Quels sont les réseaux sociaux consultés? Alors, pour le premier, pouce levé, Ave César. Facebook arrive largement en tête. Par contre, attention, Instagram, Snapchat et Twitter montent en puissance sur le territoire. Donc, et surtout quand on regarde vers les e-shoppers, c'est-à-dire que ceux qui sont potentiellement plus des clients de demain, ben, ils sont également sur Instagram, sur Snapchat et sur Twitter. Et pourquoi ils y sont aussi, en fait, sur ces interfaces-là? Parce que finalement, je peux aller sur Facebook pour avoir de l'information, communiquer, échanger, mais en fait, je vais surtout consulter les réseaux sociaux pour être informé des promotions avant tout. En première intention, c'est la réponse. Être informé des bons plans également. Suivre les pages des commerçants auxquels je suis peut-être déjà habitué, chez qui je suis peut-être déjà habitué à aller. Être informé des arrivages donc sur le territoire, contexte insulaire oblige. Avoir les avis et les marques, donc là, la question de notoriété et d'image est très impactante, voire rejoindre un groupe de vente privée, côté commerçant, qui peut être proposé sur des catégories socio-professionnelles et des cibles plus précises. J'insiste un petit peu sur la distinction entre promotion et bon plan. Une promotion, c'est ponctuel, c'est Black Friday, c'est demain. Un bon plan, c'est permanent, c'est toute l'année. Donc 80% de ceux qui consultent un réseau social l'utilisent dans leur démarche d'achat. Donc c'est-à-dire que je fais une recherche en ligne avant de réaliser un achat. 20%, je consulte les réseaux sociaux. Par contre, ils n'ont aucun impact sur leur action commerciale. Donc les réseaux sociaux sont indispensables pour gérer votre image, votre notoriété, sans compter les promotions et le catalogue à l'heure du numérique. Le Web 2, il sert aussi à alimenter la notion de repos. Alors qu'est-ce que c'est que cette repos? Alors c'est recherche online, purchase offline. En gros, c'est la démarche de recherche en ligne avant d'aller acheter en magasin. Et ça ne concerne pas que les e-shoppers.
54% des internautes sont web to store, c'est-à-dire que finalement, ils ne cliquent pas. Et je rappelle que tout à l'heure, on avait une proportion quasiment équivalente de personnes qui ne réalisent pas des achats sur Internet. 46% ne se renseignent pas du tout avant d'aller acheter en magasin, mais lorsqu'on regarde un peu plus en avant, ces 54% qui sont en web to store, bah finalement, je fais des achats sur Internet à 70%, je me renseigne avant. Par contre, je ne fais pas d'achat sur Internet, mais je suis 42% des internautes à me renseigner quand même en amont. De la même manière, sur les réseaux sociaux, 41% ne consultent pas les réseaux sociaux, mais par contre, ils se renseignent avant d'aller faire un achat. Et de la même manière, sur la partie connexion, c'est important de souligner qu'on a un taux d'abonnement en Calédonie à l'Internet mobile et à l'Internet fixe qui est en croissance permanente. Par contre, on a une notion de l'IMD. Alors l'IMD, c'est l'Internet mobile à la demande. Je crois de mémoire qu'il y a 4 offres proposées par l'OPT. Excusez-moi. Pour illustrer, en 2016, mensuellement, il y avait environ 400 000 de connexions à la demande par mois. 400 000 demandes. À juin 2017, il y a plus de 700 000 demandes mensuelles de connexion à l'Internet mobile à la demande. Donc là, on peut effectivement s'imaginer que ce sont des catégories socio-professionnelles plutôt, comment dire, peu munies en termes de budget, mais par contre qui vont quand même avoir la démarche d'aller consulter Internet. Donc en gros, l'enjeu de visibilité à l'heure du numérique, il est à tout point. Concernant l'expédition, l'acheminement et les points de relais, on a vu justement que la repos, c'est une méthode, finalement, je me renseigne avant, je n'ai pas validé d'achat en ligne, mais je me suis déplacé sur site. Les modes de livraison, quand j'achète sur Internet sur des sites étrangers, forcément 83%, je vais utiliser la livraison postale directe, et le cas échéant, de manière anecdotique, ce seront des impressions de billets donc, que je ne ferai qu'imprimer, il n'y aura pas un besoin de livraison. Donc le développement du e-commerce en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi quand même une très bonne opportunité de développement économique pour les professionnels du secteur transitaire, c'est-à-dire ceux qui font tourner les bateaux, qui nous font arriver de la marchandise en tant que telle. En local, qu'est-ce que je choisis comme mode de livraison? Alors, pour 33%, finalement, je vais choisir une forme de livraison à domicile, qu'elle soit faite par un livreur ou par le service courrier de l'OPT. Par contre, pour un total de 24%, finalement, je suis prêt à me déplacer en magasin ou en agence ou en point relais. La distinction est très importante. Un point relais n'est pas une entité de la structure à laquelle vous avez acheté. Ce n'est pas un local physique, ce n'est pas un magasin de telle entreprise. Ça peut être, et on le verra peut-être avec des exemples tout à l'heure, mais je peux être e-commerçant et faire livrer mes colis en province Nord, chez un autre commerçant de la province Nord. Comment on peut booster cette activité en termes de transport? Alors, on peut optimiser les flux existants ou créer de nouveaux modèles. Combler les emplacements vides ou libres. Il y a beaucoup de transit routier entre les provinces en Nouvelle-Calédonie. Routier, maritime, aérien, j'entends. Donc, on peut utiliser ces transports dits professionnels, que ce soit des transporteurs, des livreurs. Ça va développer, encore une fois, l'activité économique des transports, mais cette fois en local. Je ne parle plus des transitaires, je parle vraiment de livraison. On peut aussi imaginer du transport opportuniste. Il y a des véhicules unipersonnels qui circulent chaque jour, des trajets ponctuels à vide. Pourquoi pas envisager le développement, l'exploitation d'applications de type colis-voiturage? Alors, le covoiturage est dès à présent, le colis-voiturage, je ne suis pas sûr. On peut aussi investir en tant que e-commerçant. En tant que e-commerçant, je peux avoir un véhicule, voire une flotte de véhicules. Eh bien, je peux, pourquoi pas, proposer ces véhicules en mutualisation de moyens avec d'autres commerçants également. Donc là, ce sont vraiment des pistes de réflexion, encore une fois, que vous devez vous approprier pour les commerçants qui sont dans la salle ou ceux qui pensent s'y mettre. Concernant le point relais, quel intérêt j'ai à être point relais? Je suis commerçant traditionnel, mais finalement, être point relais, ça m'amène quand même du chaland. Alors, du chaland, c'est de la visibilité, c'est de la notoriété. C'est également une opportunité de placer du produit. Et c'est la rencontre des e-commerçants. Je vais pouvoir m'appuyer sur leur expérience pour savoir si moi-même, je vais pouvoir me lancer sur cette démarche. Du côté du e-commerçant, c'est proposer une solution de livraison alternative. C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser un transitaire particulier pour livrer à domicile, on utilise un réseau existant. C'est une opportunité de développement de l'activité économique des commerçants et e-commerçants concernés. Pour les optimiser, il y a une notion assez forte dans les points relais, ce serait de proposer des produits ou des services complémentaires ou du même univers. Effectivement, si je vends, et je prends exprès un exemple, le saucisson de cerf, par exemple, ou la saucisse de cerf,
Eh ben, si je la fais livrer dans une boulangerie, ça me paraît intéressant pour préparer le casse-croûte du midi. C'est un exemple parmi d'autres. Encore une fois, chacun de vos secteurs peut être sujet demain à une optimisation avec d'autres commerçants dans ce cadre du e-commerce en mode collaboratif et mutualisé. Nous, e-shopper calédonien, on a quel profil? Une fois que l'ensemble de ces études ont été réalisées, on peut établir un profil des e-shoppers calédoniens. On va s'appuyer tout d'abord sur un équipement de manière très rapide. Ce qui est important de souligner dans cette présentation-là, c'est que les moyens en Calédonie, on utilise encore beaucoup les ordinateurs de type fixe ou portable. On n'est pas encore trop dans une mouvance d'utilisation de la tablette ou du smartphone, mais attention, 11% quand même de ceux qui ont fait les achats l'ont fait via le smartphone. Donc pensez, si vous êtes e-commerçant, à avoir du responsive design sur vos sites ou en tout cas à penser à ces solutions mobiles. Les profils des e-shoppers calédoniens, donc on va proposer deux axes. Ceux qui n'achètent pas sur des sites étrangers, ceux qui achètent sur des sites étrangers, on ne parle que des 77% de la population internaute, et ceux qui n'achètent pas sur des sites locaux et qui achètent sur des sites locaux. Donc on l'a vu, 57% des internautes ne sont pas e-shoppers, ils n'achètent pas en ligne. Par contre, ils pratiquent peut-être la repo, la recherche en ligne pour aller chercher un magasin. On a ce qu'on appelle les full e-shoppers, c'est 11%. J'achète tant sur des sites locaux que sur des sites étrangers. Je n'achète pas en local, mais j'achète en international pour 28%, et j'achète que en local, on l'a déjà vu, pour 3%. Ce qui va être intéressant maintenant, et avec l'ensemble des indicateurs que vous aurez dans le dossier, vous serez capable d'appuyer encore plus ces analyses, c'est que pour les 3% des internautes qui n'achètent qu'en local, mais finalement, ils n'ont souvent pas d'abonnement Internet, ils utilisent davantage l'Internet mobile à la demande, et ils sont moins urbains que les autres internautes. Donc ça, c'est vraiment des profils à prendre en compte, encore une fois, en face de votre secteur. Pour ceux qui ne sont pas des e-shoppers locaux, 28%. Donc j'achète en ligne que sur les sites étrangers, je suis CSP+, ou étudiant européen, j'appartiens souvent au Grand Numéa, et j'ai des abonnements à Internet fixe ou mobile. Donc là, je suis plutôt relativement bien équipé et bien connecté. Les full e-shoppers, on va être sur des profils légèrement similaires aux e-shoppers internationaux, avec une CSP+, métropolitain, un âge un peu plus appuyé, on est plus sur des 30-39 ans, et on est très présent sur les réseaux sociaux, des abonnements Internet fixes et mobiles. Et enfin, je ne suis pas e-shopper, je n'achète pas du tout en ligne, c'est parce que je n'ai soit pas d'abonnement Internet, ça reste une possibilité, je peux utiliser un peu plus l'IMD, mais j'ai souvent moins de 30 ans, je suis plutôt de type océanien et de CSP-. Donc là, je rejoins ce que je présentais au début. Si dans mon activité quotidienne, je ne suis pas en face d'un ordinateur, je ne suis pas à l'aise avec l'outil informatique et le numérique au sens large, j'aurais tendance peut-être à ne pas faire de e-commerce dans un sens ou dans l'autre. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole, sauf erreur de ma part, à Nicolas Brémard, qui va nous présenter Top Market. Je tiens à préciser que le temps étant limité, je n'ai pas pu insérer. On avait également récolté les résultats d'images de deux marketplaces que sont ShopNC et Top Market. Il faut savoir que la visibilité est aux alentours des 30 à 40% de connaissance de ces entités-là. Et désolé Nicolas, mais ShopNC a une toute petite longueur d'avance sur Top Market. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Brémard, je suis le gérant de topmarket.nc. On a créé topmarket.nc en 2014. On a fait une petite analyse de marché en 2014 et il se trouvait que vraiment l'environnement était très favorable au développement du e-commerce. On s'est rendu compte que il y avait une explosion du numérique qui était vraiment en train d'exploser en Calédonie, une population à forte consommation, une partie de la population qui habite à Nouméa, mais qui a de plus en plus de mal à se déplacer à cause des bouchons, qui a du mal à trouver des places en centre-ville et donc à acheter en centre-ville, et une partie de la population en brousse qui a accès à une offre de produits très limitée. Pourtant, en fait, quand on faisait un constat, il y avait finalement très peu de sites e-commerce avec des produits. On parlait de 60 e-commerçants, mais en fait, des sites qui fonctionnaient vraiment, il n'y en avait pas. Donc il y avait de la place, mais on a essayé de comprendre pourquoi il n'y avait pas de site qui avait réussi à décoller sur du e-commerce, vente de produits. Et en fait, la principale raison, c'était que la création d'un site internet e-commerce pour un commerçant était beaucoup trop cher. Le budget variait entre 500 000 francs et 1 million de francs, et c'était beaucoup trop cher pour un commerçant, vu la taille du marché qu'il allait toucher en Calédonie. Donc nous, on a conçu vraiment tout notre modèle autour de la mutualisation pour baisser au maximum le coût de création d'un site internet pour un commerçant, et lever tous ces obstacles qui empêchaient le commerçant de se lancer de façon rentable sur Internet. Et donc le modèle qu'on a construit,
Il s'appuie sur une plateforme mutualisée qui est composée de 3 briques. On a une brique qui est la place de marché généraliste, c'est le site topmarket.nc. C'est un peu comme un hypermarché. On va trouver tous les produits de tous les commerçants qui sont partenaires. Aujourd'hui, on a un peu plus de 35 000 produits, 100 vendeurs. L'idée, c'est vraiment pour le consommateur d'avoir un site unique. On peut trouver tout type de produits, des idées cadeaux, des produits de beauté, des téléphones. Et on peut comparer les prix entre les vendeurs, acheter en ligne et se faire livrer. Pour la partie livraison, on a dû créer une plateforme de livraison parce que l'offre de l'OPT ne convenait pas au standard e-commerce qu'on voulait mettre en place. Et on est parti, voilà, on a étudié plein de transporteurs différents et on a créé une plateforme mutualisée qui permet de livrer rapidement sur toute la Calédonie. Aujourd'hui, on a livré un peu plus de 3000 commandes sur toute la Calédonie, donc on a bien éprouvé le système. Et le gros avantage de cette plateforme pour les commerçants, c'est qu'on s'occupe de tout. On vient chercher le colis chez le commerçant, il n'a pas à transporter les colis, à trouver les transporteurs, et ensuite on livre sur toute la Calédonie. La troisième brique qu'on a créée un peu plus tard, parce qu'on s'est rendu compte en écoutant un peu nos commerçants qu'ils avaient un vrai besoin d'avoir leur propre site internet pour communiquer et pour être bien référencés sur Google. Donc on a créé une troisième brique qui permet aux commerçants de créer en quelques clics son site internet à un budget vraiment très réduit. Aujourd'hui, on a un peu plus de 50 sites qui sont lancés en 1 an et demi et on voit qu'il y avait vraiment un besoin de ces commerçants d'avoir leur site internet, mais à un budget réduit. Et donc pour illustrer un peu les avantages de notre solution, on a fait une petite étude de cas sur un commerçant classique, un commerçant qui marche bien, qui joue le jeu avec nous. En termes de coût, son site internet va lui coûter 100 000 francs. Donc à comparer aux 500 000 francs ou 1 million de francs dont je parlais avant, donc on a divisé le budget par 5 ou par 10 pour créer son site. Il y a ensuite un abonnement de 12 000 francs par mois pour le support, la maintenance et l'hébergement. Et ensuite des frais par vente de 10% qui vont en fait couvrir les frais bancaires et les frais de livraison. Et avec cette offre qu'on peut lancer en quelques semaines, même pas, le commerçant va pouvoir commencer à faire ses premières ventes. Et les commerçants, au bout de 2 ou 3 mois, vont faire leurs premières ventes. Et dans les retombées qu'ils vont avoir, donc la première, et le but initial, c'était de faire des ventes en ligne. Globalement, ils vont faire entre 30 000 francs et 200 000 francs par mois de ventes en ligne additionnelles sur Internet au début, sachant qu'on est au tout début du e-commerce et qu'on fait x2 tous les ans. Avec certains commerçants qui arrivent à faire des pics à 1 million de francs par mois sur des périodes de fêtes. La deuxième retombée qui est mesurable, ça va être la visibilité sur le site, c'est le nombre de visiteurs. Globalement, on va avoir entre 500 et 2000 visiteurs par mois sur un de nos sites qui fonctionne pas mal. Et l'avantage, comme Eric en parlait tout à l'heure, c'est cette tendance qu'on appelle le Web to Store. Tous ces visiteurs, il y en a une partie qui en fait est sur le site pour consulter, voir des prix, etc., qui va ensuite se déplacer en boutique pour acheter. Donc vraiment, l'avantage du site, c'est pas que de faire des ventes en ligne, c'est aussi d'amener du flux dans la boutique physique. Un autre avantage qui est vraiment lié à notre solution, c'est que le commerçant va avoir son site, mais tous les produits qu'il aura sur son site vont aussi être dupliqués sur la place de marché. On va lui apporter une visibilité et on va surtout créer des nouveaux types de commandes. On va avoir par exemple des consommateurs qui vont aller sur Top Market parce qu'ils achètent tous les mois leurs lentilles. Ils vont voir qu'il y a des chocolats, de chocolat Morand. Ils vont se dire, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas offert un cadeau à ma copine. Je vais ajouter des chocolats dans ma commande. Ils vont faire une commande mutualisée, chocolat, lentilles. Et on a tous les cas possibles où on a des mélanges de produits, comme à l'hypermarché, de commandes mutualisées. Et on crée vraiment des nouveaux types de commandes et des nouvelles commandes. Un des points clés aussi du site internet, c'est le référencement Google. Aujourd'hui, pour un commerçant, quand on tape des mots-clés liés à son activité, c'est super important d'être sur la première page de Google. Et pour ça, il faut avoir un site internet, et il faut avoir un site internet en .nc pour être bien référencé en Calédonie. Et le dernier point, c'est l'export. On s'est rendu compte qu'en lançant ces sites, en ouvrant la possibilité de livrer en métropole, en Polynésie, etc., il y a des gens qui commandent. On a livré plein de doudous. On était assez étonnés parce qu'en fait, on a plusieurs générations de retard. Il y a des parents qui ont perdu les doudous de leurs enfants en France, en Belgique ou je sais pas quoi, et qui commandent en Calédonie leurs doudous. Et on en a eu vraiment beaucoup. Et on a eu aussi des pièces de pick-up qui existent qu'en Calédonie et qui ont été commandées, qu'on a exportées, des pièces à 50 000 francs qu'on a exportées en France. Voilà. Et pour conclure, quelques chiffres qui confirment un peu tout ce qu'on a vu avant aussi avec Alan. On a lancé vraiment en Noël 2015 le site, on avait 300 commandes sur Noël.
Noël 2016, on a fait plus de x2, 700 commandes. Là, sur novembre 2017, on est déjà x2 par rapport à novembre 2016. Donc on fait x2 tout le temps. On sent vraiment qu'il y a un engouement, qu'il y avait un besoin latent. Et on va tout faire pour continuer à développer le e-commerce comme on le fait aujourd'hui. Je laisse la main à Charles Germain. Ça marche, oui. Donc je m'appelle Charles Germain, donc je suis co-gérant de... Ça peut se passer, non, c'est bon. Je suis co-gérant des enseignes l'Atelier du Jouet et la Carène Alibaba. Donc typiquement, mon secteur d'activité est principalement le jeu, jouet, disons l'enfance. Je suis un commerçant qui a adhéré au marketplace, aussi bien Top Market que Shop.nc. Donc là, moi, je vais vous parler moi de mon, enfin, je vais vous faire un témoignage, voilà, sur comment on a démarré et qu'est-ce que ça nous a apporté, les questions qu'on a pu se poser au départ. Ce que je voulais faire, c'est faire une navigation directement sur Internet. Ça peut se faire ou pas, du coup? Voilà, bon, nous, on a ce qui tombe bien par rapport à ce que disait Nicolas juste avant. Bon, je pense que certains d'entre vous nous connaissent déjà. On est des enseignes qui sont assez âgées. La Carène Alibaba a plus de 30 ans. J'avoue qu'on a mis pas mal de temps avant de se lancer sur Internet, peut-être par manque de moyens humains. Ce sont des coûts de gestion aussi. On voulait éviter d'avoir quelque chose qui soit mort, enfin qui ait pas assez de contenu ou ce genre de choses. Et le moment où on a décidé de faire le pas, parce qu'effectivement, il y a un moment, il faut bien le faire, parce que sinon ça. Ah, on peut pas avoir le. D'accord. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Voilà. Ok. Donc on a mis un peu de temps avant de se lancer, et quand on s'est lancé, en fait, ça correspond à peu près à la période qu'a annoncé Nicolas, donc aux alentours de 2014. Alors l'idée pour nous, c'était pas du tout de faire du commerce en ligne au tout départ, parce que Nicolas a très bien résumé. Déjà la charge de travail pour alimenter un site internet, plus le coût que ça représentait à l'échelle du marché calédonien, ça représente, enfin, effectivement, c'était un frein trop important. Donc, on a découvert les marketplaces. Ça nous a tout de suite intéressé parce que c'est vraiment, en fait, le maître mot, je pense, c'est la mutualisation. Là, en Calédonie, on est en plein dedans. Et quand on dit mutualisation, en fait, ça veut dire même éventuellement dire mutualiser des moyens avec nos potentiels concurrents. Hein. Donc, c'est des choses qui ne doivent pas être tabous. Hein. Il ne faut pas qu'on en ait peur. Donc, voilà, quand on a commencé est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose ou pas? Non. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Donc, quand on a commencé, donc là, je vais prendre l'exemple Top Market, qui a été présenté juste avant. Ce qui nous a intéressé, effectivement, c'est de pouvoir avoir notre propre site internet qu'on avait nous déjà, et de pouvoir intégrer Top Market dessus. Voilà, c'est parfait. Donc là, par exemple, on a un visu sur notre site internet, bon, qui est ce qu'il est, donc qui est notre propre site internet en interdis.nc, sur lequel on a pu rajouter un espace boutique en ligne. Cet espace boutique en ligne, bien entendu, n'est pas géré par nous-mêmes en propre. Voilà. Donc en fait, oui, voilà. Donc nous, ce qui nous avant de se lancer dans l'expérience e-commerce, effectivement, il y a aussi plusieurs questions qui se posent. C'est est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt en termes de volume de vente, c'est-à-dire donc les ventes que ça peut générer. Effectivement, on est en Nouvelle-Calédonie, on est au départ. Donc le but, je pense qu'on s'est très bien entendu aussi bien avec Top Market que Shop.nc. Le but, c'est qu'il faut se lancer, on part de rien, donc il faut créer du trafic. Donc pour créer du trafic, il faut mettre un peu du sien dès le départ. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas forcément effectivement des centaines et des centaines de ventes par jour, hein, comme on peut s'attendre sur des sites à l'étranger. Mais le but, il faut y passer par là, il faut créer du trafic. Ensuite, on s'est posé la question, est-ce que ce ne sont pas des ventes qu'on va perdre, entre guillemets, sur notre commerce physique, donc enfin, entre guillemets, faire du vase communicant.
Et ça, pour répondre à cette question-là, malheureusement, mais il fallait essayer, sinon il y avait pas, c'est impossible de savoir. Et ce qui a finalement finalisé notre décision, c'est qu'effectivement, on est dans un monde très concurrentiel, où si on ne prend pas le pas de le faire, ben finalement, on laisse une porte ouverte à la concurrence, notamment extérieure, qui est déjà présente. Donc le but, c'était de capter, entre guillemets, les achats qui pourraient être faits, entre guillemets, vers l'étranger. C'est d'essayer d'en capter un maximum. En partant de là, en fait, on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on a eu des profils, comme Nicolas le disait, finalement très variés et qui n'étaient pas forcément ceux auxquels on s'attendait. C'est-à-dire que moi, je prends mon exemple, par exemple, je suis une entreprise qui s'est occupée en cette période de l'année, pas beaucoup de temps de faire mes courses, mes achats de Noël. On s'attendait plus à des gens qui n'avaient pas beaucoup de temps à consacrer, ou alors qui avaient des amplitudes horaires qui ne permettaient pas de faire leurs achats. Finalement, ce n'est pas ce genre de profil qu'on a eu dès le départ. On en a eu, mais on s'est aperçu qu'on avait des gens, sans citer, des gens qui travaillaient dans les services publics qui fermaient, on va dire, à des heures relativement raisonnables et dont les bureaux étaient localisés près de chez nous et qui faisaient livrer sur leur lieu de travail, par exemple. Donc, on a eu vraiment de tout. On a eu aussi une chose aussi intéressante, on a eu des achats faits depuis l'étranger pour des cadeaux, par exemple, donc de la famille. Des gens qui étaient super contents de trouver des choses qui n'arrivaient pas éventuellement à trouver en France et les envoyer. Donc finalement, je pense qu'il faut vraiment passer le cap, surtout maintenant avec les solutions, les places de marché maintenant qui existent, qui permettent de se lancer à moindre coût. Il faut vraiment passer le cap pour l'essayer et prendre le coche avant que d'autres le prennent. Donc là, rapidement, l'exemple, parce que je ne peux pas naviguer directement sur Internet. Donc c'était là, on arrive sur notre boutique en ligne. Bon, on peut pas voir l'adresse. Donc on a une boutique en ligne, en boutique l'atelierdujouet.nc. Donc pour l'internaute, il reste sur notre site Internet, alors que là, en fait, il commence déjà à être redirigé vers Top Market. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur notre site Internet, entre guillemets, arrive sur la place de marché Top Market. Voilà, donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un de nos produits phares du moment. Donc, on n'en a pas de nom de marque, mais donc là, on a l'exemple d'un produit qu'on retrouve sur notre site Internet. On est totalement sur notre site Internet. Et on peut avoir exactement le même, là. C'est exactement le même. C'est exactement la vente qui sera réalisée, entre guillemets, atterrir exactement au même endroit sur l'espace Top Market. La finalité de tout ça pour nous, effectivement, c'était après le lancement, enfin les coûts de lancement, d'exploitation, ce genre de choses. Effectivement, c'était le traitement après et la finalité de la vente, parce que livrer soi-même un colis pour 10% de la valeur, alors sur celui-là, ça peut être intéressant parce qu'il vaut plus de 70 000 francs, mais sur des ventes plus moyennes qui sont de l'ordre entre 5 et 10 000, techniquement, pour un commerçant, c'est pas intéressant. Donc, les places de marché aujourd'hui, je pense qu'on fait la démarche et on fait l'effort, entre guillemets, de prendre aussi sur elles par rapport à la livraison. C'est-à-dire que c'était des coûts difficiles peut-être à absorber dès le départ. Mais encore une fois, on reste sur l'esprit de mutualisation et qui sera à l'échelle de la Calédonie, entre guillemets, à mon avis, le seul moyen qui est le seul moyen pour démarrer, et ce qui a permis l'essor des e-commerce, enfin la montée en puissance des e-commerce qui existent déjà. Donc voilà. Donc juste pour terminer, moi tout ce que j'aurais à dire en fait, voilà, c'est que aujourd'hui avec ces solutions de place de marché, il y a pas vraiment de frein. Moi je vois pas vraiment de frein, si vous voulez, pour un commerce qui veut se lancer. Effectivement, on peut avoir la crainte que ce soit pris d'un côté du commerce physique pour passer, mais il y a beaucoup plus à ratisser entre effectivement des ventes par impulsion, des achats compulsifs ou je sais pas, voilà, qui seraient pas faits autrement, des opportunités, voilà, effectivement, et puis cette mutualisation qui permet de réaliser ça, chose qu'on n'aurait pas pu le faire tous séparément de notre côté. Voilà.
Merci Charles pour cet éclairage. Je pense que tu commercialises peut-être des piscines parce qu'on a l'impression que tu veux lancer tous les commerçants à l'eau, qui se jettent à l'eau du e-commerce. Donc, J'en commercialise aussi. n'hésitez pas en tout cas à suivre ces conseils. En fait, ce qui était également l'apport qu'a fait, sans le savoir, un petit peu Charles, mais on a eu Nicolas qui nous a présenté donc, le principe de la place de marché, la marketplace en anglais. Et en fait, donc Charles, au début, tu as utilisé les services de la place de marché. Et ensuite, dans un second temps, c'est le développement de ce qu'on appelle une marque blanche. Donc, c'est ce système voilà, de site allégé, entre guillemets, et associé à une autre entité qui va gérer le site. Donc, voilà. Donc, on reprend, pour le premier concept, marketplace, place de marché. Marque blanche, c'est le cas de la caverne d'Alibaba, du coup. Et en mode surprise, on va vous présenter la digitalisation d'une entreprise qui devait être faite par Brigitte Auclin, la gérante d'Aquavena. Donc, je suis Charlie, je ne suis pas Brigitte, je tiens à le préciser, mais je vais vous donner quelques mots d'information dessus. Aquavena, c'est donc un service de gamelle, tout simplement. Donc la livraison, on revient sur l'alimentaire. Opportunité du e-commerce local. Donc, tout simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des valeurs qui sont proposées. Philosophie alimentaire, c'est maigrir ou se maintenir en forme. Qu'importe, en tout cas, c'est qu'Aquavena va vous proposer des menus adaptés. Aquavena, c'est un service en ligne complet. Et c'est là où s'est joué tout le nœud et la clé de réussite pour cette entreprise-là. Il faut savoir qu'Aquavena s'est posé la question de l'e-commerce, tout simplement en ayant pris connaissance de Shop & Say, une place de marché, donc, ou une marketplace. Finalement, après son premier rendez-vous avec le gérant de la fabrique, si je ne me trompe pas, il a été décidé de digitaliser ses processus. C'est-à-dire qu'avant, elle faisait tout en papier. Tout au sein de sa structure se déroulait en papier. Il fallait envoyer un bon papier pour réaliser sa commande. On était livré manuellement, on était facturé en papier, etc., etc., etc. Là, le service tel qu'il est proposé en ligne, sur le site aquavena.nc, vous pouvez composer votre menu, vous allez vous faire livrer, et finalement, vous n'avez plus, au mieux, à réchauffer votre plat. Il vous a été livré et facturé en ligne. Donc ça, c'est encore une fois une démarche très importante, c'est-à-dire que dans certains secteurs, la digitalisation va vraiment pouvoir booster intégralement votre chiffre d'affaires. Pour Aquavena, si je ne me trompe pas, et on a le droit de le dire, en plus ils ont des valeurs de produits frais notamment, le chiffre d'affaires a été plus que doublé suite à cette digitalisation en ligne, avec les moyens de paiement en ligne, avec les systèmes de livraison, avec la prise en compte globale d'un principe de e-commerce dans sa structure qui existait auparavant. C'est important de le souligner. Voilà, donc c'est finalement une transposition. On n'est même pas sur ce qu'on va voir avec le cas d'Auréliane Guillaume qui va nous présenter Flower Shop NC, où c'est encore un autre modèle, puisqu'on est parti, sauf erreur de ma part, d'une boutique existante pour saisir une opportunité sur le e-commerce. Et en plus, on a la chance de finir cette rencontre avant la partie d'échange, j'ai envie de dire, sur le pouvoir des fleurs. Voilà. Eh oui. Mais la meilleure pour la fin. Merci. Alors bonsoir, je suis Auréliane Guillaume. Merci d'être là. Alors maintenant, il va falloir être à la hauteur du pouvoir des fleurs. Déjà, il faut que je sache comment ça fonctionne. C'est ça? Attends. Ah, celle-là, là? C'est bon? Ok, super. C'est parfait. Donc, nous, on est fleuristes au départ. Donc, nous avons 2 boutiques, une à Kenwyn et une au centre-ville. En 2012, on a eu l'envie folle d'ouvrir un site internet, ce qui n'était vraiment pas commun en Calédonie à cette époque-là. Donc, on s'est lancé dans l'aventure et on a ouvert www.flowershop.nc. Donc, notre site internet, ce qu'on y fait, c'est qu'on vend des fleurs et compositions et bouquets. Et on s'occupe des livraisons donc, de Nouméa à Tontouta. Donc c'était vraiment dans l'idée de faciliter l'acte d'achat pour nos clients, aussi de capter une nouvelle clientèle et de donner la possibilité aux gens qui sont hors du territoire de pouvoir passer commande directement sur un site local, parce qu'après tout le monde connaît les services Interflora ou FloraJet qui permettent quand on est à l'étranger de passer commande, mais souvent ça ne correspond pas exactement à ce qu'on a comme fleurs ici, donc ça pose quelques petits soucis régulièrement. Alors, notre site, c'est un site marchand, donc on peut faire de son achat en ligne. Il est sécurisé grâce
au système Paybox de la CSB. On est très content de travailler avec vous, c'est super, c'est une bonne nouvelle pour les nouveautés qui arrivent l'année prochaine. On a fait réaliser ce site par des professionnels parce que nous sommes fleuristes, donc nous, on n'y connaît absolument rien à la programmation. Donc, on s'est adressé à plusieurs personnes pour ça. On a pris une société pour la conception, mais on a aussi pris quelqu'un pour le web design, et toutes nos photos, elles ont été faites par un professionnel parce qu'on voulait quelque chose de qualité, on voulait un joli site, parce qu'on a des jolis produits. Donc au niveau de l'investissement, ça nous a coûté à l'époque 1 million de francs, donc on est vraiment dans ce dont on parlait tout à l'heure. Donc c'était un pari fou parce qu'on ne savait absolument pas ce que ça allait donner. Et on a eu de la chance parce qu'on a eu notre retour sur investissement en à peu près 3 ans, ce qui me paraît très bien. C'est super honorable, je pense. Ce qui est très important de rappeler, c'est qu'on disposait vraiment de tout ce qu'il fallait pour pouvoir permettre de se mettre sur Internet sans que ça nous coûte trop non plus, parce qu'on avait toutes les infrastructures indispensables. Donc notre super équipe de fleuristes, notre propre service de livraison. Donc on avait tout ce qu'il fallait. Là, c'était un complément, donc un accès pour nos clients directement sur Internet. Voilà, j'ai terminé ou pas? Non, j'ai même pas terminé. Donc en fait, voilà, s'implanter donc sur Internet, nous, ça nous a permis d'offrir un plus grand choix. Comme nos boutiques au niveau de la surface de vente, c'est assez limité et qu'on ne peut pas produire 200 bouquets de fleurs pour la même journée parce que la Calédonie, c'est pas encore assez grand pour ça. Notre site Internet, c'est l'endroit où on propose le plus de choix. Donc ça nous ouvre une belle surface supplémentaire pour présenter nos produits. Ce dont on parlait tout à l'heure, désolé, je ne suis pas à la bonne hauteur, je crois. Voilà. Alors, ce dont on parlait tout à l'heure, on parlait de la vitrine, de l'importance d'avoir une vitrine aussi sur Internet. Les gens qui viennent sur notre site, bien sûr, ils n'achètent pas tous parce qu'il y a des freins à l'achat. Mais par contre, il y a vraiment beaucoup de web to store, donc des gens qui viennent, qui regardent ce qui leur plaît, qui nous appellent et qui font soit des achats par VAD téléphonique, soit qui passent commande par téléphone et qui viennent les récupérer en boutique. Voilà. Alors, on touche essentiellement une clientèle calédonienne. On a 70% de nos clients qui sont calédoniens. Par contre, on a quand même, et ça c'est intéressant, donc 30% de nos clients qui sont ailleurs, dont 17% en métropole et 13% pour le reste du monde, essentiellement l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et tous ces achats internationaux, ils sont vraiment, depuis l'international, ils se font vraiment au moment de la fête des mères en général. Voilà, on a un vrai apport au moment de la fête des mères. Ce que je voulais rajouter, c'était que pour arriver à ça, alors là on parle de multicanal parce que donc nous on a des boutiques physiques et un site internet à côté. Pour pouvoir aboutir à ça, il faut bien sûr bien communiquer. Donc nous, on a une page Facebook qu'on anime bien et on a 20 000 fans Facebook. On a une bonne organisation, on avait une structure qui était solide au départ et on s'est mis petit à petit donc, dans l'Internet avec déjà des procédures qui étaient mises en place. Et il faut être super réactif, surtout c'est énormément de boulot. Quand on y est tout seul. On a notre propre site, c'est très bien, et on est en permanence en train de bosser dessus pour l'améliorer et pour tenir la distance. Voilà, et du coup, on réalise régulièrement donc des mises à jour pour s'améliorer. Voilà. Donc après, moi j'ai terminé, je rejoins complètement ce que disait Charles Germain sur le fait que les marketplaces, c'est une super opportunité quand on ne veut pas investir autant d'argent et autant de temps, et que plus on sera nombreux sur Internet, et mieux ce sera pour tout le monde, parce que ça démocratisera la chose, et que c'est une très belle alternative, et il y a des super opportunités localement pour tous les commerçants et aussi pour les consommateurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Auréliane pour ces apports. Donc nous arrivons en fin des présentations qui étaient prévues. On va pouvoir ouvrir une phase d'échange. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main.
ou aller voler les mains dans le micro de la demoiselle qui est présente. Et si vous n'avez pas de questions, on peut aussi, pourquoi pas, aller tout de suite dans la salle en face, partager un petit verre ensemble et puis échanger de manière peut-être un peu plus intime et moins distante. Voilà. En tout cas, moi, je tiens à souligner que on va remercier l'ensemble des intervenants aussi qui sont venus présenter les moyens sécurisés de paiement avec la CSB. Merci Alan Wongpong pour ça. On va remercier Nicolas Brémard aussi pour nous avoir présenté le concept d'une marketplace. On rappelle, avec des frais d'accès finalement qui peuvent limiter l'investissement premier pour un commerçant qui souhaiterait se mettre au e-commerce ou quelqu'un qui souhaite devenir e-commerçant en étant, pourquoi pas, apparemment dans une administration publique, on a du temps, d'après les échos qu'on a eus. Charles Germain pour le principe d'une marque blanche, donc encore une fois, peut-être avec des coûts un petit peu différents. Et puis Auréliane Guillaume avec le pouvoir des fleurs toujours, mais surtout cette saisie de l'opportunité de manière un peu précoce, de l'opportunité e-commerce, qui représente 10% d'un chiffre d'affaires à l'heure où nous parlons. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était un petit peu vraiment la transformation d'un risque en opportunité. Amazon, on peut le voir comme un risque. Interflora, on peut le voir comme un risque ou une opportunité. Voilà. Sur ce, en tout cas, on vous souhaite de très bonnes réflexions et de très beaux projets à mener sur le e-commerce. Merci à tous.